4 janvier 1959, 4 janvier 2024, 65 ans déjà, les Congolais se souviennent de cette date historique qui a accéléré le projet de la décolonisation de la RDC. Qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils en retiennent? Vous aurez des réponses dans le journal. Et puis à l'international, l'Ouganda n'a pas fini de payer les frais de sa loi anti-homosexuelle. La dernière effet, ou la dernière conséquence, c'est son retrait par les États-Unis d'Amérique du programme AGOA. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Géopolis Télévision. La République démocratique du Congo se souvient aujourd'hui des émeutes historiques du 4 janvier 1959, un tournant décisif vers l'indépendance, marquant la journée des martyrs de l'indépendance. Au cours de cet événement clé, 49 personnes ont officiellement perdu la vie selon les chiffres officiels, bien que la BACO, le parti politique majeur de l'époque, estime que plusieurs centaines de Congolais ont été abattus. Jojo Moulamba nous fait un rappel historique de ce qui s'est passé ce jour-là. La journée de ce jeudi 4 janvier est fériée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en mémoire de martyrs de l'indépendance tués en 1959. Ces jours-là, en pleine colonisation belge, des émeutes avaient éclaté à Kinshasa, ex-Léopoldville, faisant plusieurs dizaines de morts et la casse à grande échelle. Selon de nombreux historiens, ces jours a inauguré une série de revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. D'après l'histoire, l'Alliance de Bakongo-Abako, le parti politique de Kasavubu, qui deviendra d'ailleurs président de la RDC le 30 juin 1960, prévoyait ces jours-là un meeting sur la place Imka à Kinshasa. En prévoyant ces meetings, Joseph Kasavubu avait pour objectif de ne pas se faire distancer en popularité par le parti de Patrice Lumumba et Mentse, qui avait lui organisé un meeting très suivi une semaine avant pour rendre compte de la conférence de peuples africains tenue à Accra, capitale du Ghana, premier pays africain noir à accéder à l'indépendance. Les jours du meeting, Kasavubu et le sien décidèrent de l'annuler pour ne pas porter la responsabilité si trouble y avait, étant donné que les revendications d'émancipation étaient fréquentes en cette période et que le colon belge, administrateur de la RDC, avait mis en garde Kasavubu. Plusieurs milliers de personnes qui étaient déjà sur les lieux du meeting refusèrent toute annulation. Elles commencèrent à s'énerver, à casser et à s'en prendre au colon. La police réprimera sauvagement ces incidents. Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans ces mêmes périmètres de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade de football après un match. La confusion, la casse et la répression vont s'aggraver. Les statistiques de ces événements ne seront jamais connues, mais les estimations parlent de pas moins de 100 morts. Les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. Et puis, en marge de cette journée commémorative du 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance, les Kinois se souviennent encore de cette date du 4 janvier 1959. Pour eux, c'est cet événement qui a déclenché l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Ils ont répondu au micro de nos reporters Francine Moukeba et Giscard Tamba. Ce sont les événements de cette journée qui avaient amené l'indépendance. Parce qu'il y avait déjà un projet où déjà les Congolais commençaient déjà à pousser un peu plus loin pour qu'ils puissent acquérir l'indépendance. Alors, Vita jouait avec Mikado, Vita a été battu. Lors de la sortie, ils se sont croisés avec ceux qui entendaient le meeting de Kasavubu. Et c'est là où maintenant il y a eu des échauffourées entre les policiers. Et donc les policiers, ceux qui sont venus au meeting et les supporters de votre club mécontents de la défaite. Et c'est ça ce qui avait enflammé. Et la vraie cause, il y avait déjà quelque chose qui se préparait pour demander l'indépendance. Et l'anniversaire de martyrs de l'indépendance, c'est en 1959 que cette date a été vue jour, étant donné que les Congolais en avaient là. Alors ils se sont dit, bon d'accord, ok, il faut l'indépendance. Alors ça a commencé au 4 janvier. Donc vers le 4 janvier là-bas, c'est là où tout est parti. Lors d'un match de football, et ça a déchaîné, et ça fait que les Congolais puissent déclarer. Il y a eu de martyrs à cette date-là. Et c'est ce qui fait qu'on a eu l'indépendance en 1960.
On va parler maintenant processus électoral. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'église du Christ au Congo, ECC, sont revenus sur le processus électoral et les opérations de vote du 20 décembre 2023 dans une déclaration commune de ce jeudi 4 janvier. Les présidents Marcel Outembi et André Bokundoa, respectivement de la CENCO et de l'ECC, ont par cette occasion salué le professionnalisme de la mission d'observation électorale de leurs deux structures religieuses, dont le rapport préliminaire a été rendu public le 28 décembre dernier. Ils ont aussi appelé la justice à mettre la main sur les auteurs des actes, des violences et des fraudes. Dans cette déclaration conjointe des hauts placés de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo, André Bokundoa et Marcel Outembi reconnaissent que les opérations de vote ont été entachées d'irrégularités et de dysfonctionnements à bien d'égards. C'est ce qui a été noté par presque toutes les missions d'observation électorale. Ajoutez à cela des cas de fraude et de violations qui ont été enregistrés. Ainsi, les présidents de la CENCO et de l'ECC qui condamnent ces actes demandent au procureur général de la République, en sa qualité de garant de l'action publique, d'ouvrir des poursuites judiciaires à l'endroit de tous les auteurs d'actes de violation et de fraude électorale, dit-on dans cette déclaration conjointe. À la haute cour, les deux chefs religieux ont demandé au procureur général, près la Cour constitutionnelle, de se saisir d'office de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin d'amener la haute juridiction de la sincérité électorale à dire le droit et redorer la fierté de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo avait mis en place une mission d'observation qui a suivi le processus électoral aux côtés de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, jusqu'au vote. Dans son rapport préliminaire, la dite mission a noté de manière générale que les scrutins s'étaient bien déroulés comme c'était le cas avec d'autres missions nationales et internationales d'observation électorale. Toutefois, les failles ont été également soulevées et les recommandations ont été émises pour améliorer dans les prochains cycles électoraux. Dans le même registre, dans une déclaration faite ce mardi 2 janvier 2024 à Goma devant la presse, le collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu a réagi aux résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 publiée par la Commission électorale nationale indépendante donnant pour vainqueur le président sortant Félix Tshisekedi. Ce collectif a appelé tous les candidats à privilégier la stabilité et la sécurité en résolvant pacifiquement les désaccords électoraux par des voies légales. Suivez-le dans ce propos recueilli par Francine Moukeba. Déclaration du collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu après la proclamation provisoire des élections du 20 décembre 2023. Le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu prend acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante et salue le sens patriotique de toutes les parties prenantes aux élections effectuées à RDC non-nation. Un processus démocratique émaillé de multiples irrégularités depuis son lancement, bref, un parcours sceptique sans consensus depuis le choix des animateurs de la centrale électorale jusqu'à la proclamation provisoire des résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Près de 44 millions d'électeurs sur un total d'environ 100 millions d'habitants étaient appelés aux urnes, conduisant à un faible taux de participation. Ces quadruples scrutins étaient prévus le 20 décembre, mais en raison de plusieurs problèmes logistiques, il a été prolongé par la CENI et s'est poursuivi plusieurs jours dans les différentes zones régulées. Ceci suscitant plusieurs réactions qui, selon les partis lésés, de la manière dont s'est effectué ce processus, c'est une fraude à ciel ouvert orchestrée par le pouvoir. Ayant suivi avec intérêt les comptages et la promulgation provisoire par la Commission électorale nationale indépendante CENI des résultats de l'élection présidentielle le 31 décembre 2023, le collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu, s'adressant à tous les candidats présidents, forme le vœu d'une résolution pacifique au travers les canaux légaux relatifs à la gestion des contentieux électorales. Nul n'ignore que la RDC vit une histoire politique agitée, mais aussi la situation sécuritaire à l'est de notre pays suite à la recrudescence des rebelles du M23 et ses alliés ne nous permettent d'augmenter de l'huile sur le feu. Le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu invite la population congolaise
de ne pas céder aux manipulations politiciennes qui à tout prix veulent nous introduire dans un chaos suite à leurs intérêts égoïstes liés à la course au pouvoir. Cela étant, nous évitons toutes les parties à la retenue et à bannir les discours séparatistes et de discrimination, tout en prônant la solidarité et la cohésion nationale. Maintenant des chapitres. Les fêtes des fins d'année est une saison annuelle où la population afflue dans les marchés afin de faire leurs achats, mais aussi une forte fréquentation des restaurants par différentes familles. La rédaction de Géopolis Télévision a donc fait un focus sur la température du marché commercial à Kinshasa quelques jours après les festivités afin d'étudier comment les affaires ont marché pour les commerçants pendant cette période. Rachel Misenga, Damani Mujinga et Giscard Tamba. Fini les fêtes, les activités socio-économiques ont repris leur cours normal dans la ville de Kinshasa. Cette année, les fêtes de la Saint-Sylvestre et de la Noël ont été célébrées dans une ambiance très particulière, caractérisée par la tenue des élections. Sur terrain, plusieurs vendeurs dans différents secteurs économiques se plaignent de l'ambiance qui n'a pas été de mise comparativement aux années précédentes, faute de la faible circulation de la monnaie et de la tenue des élections. Par rapport à nous, ici, là où nous sommes, lorsqu'on essaie un peu de comparer les recettes avant les fêtes et lors des fêtes, en tout cas, il y a eu vraiment baisse. Parce que chez nous, la plupart des clients, ce sont des gens qui travaillent aux alentours, comme c'est la ville. Et lors des fêtes, on a vraiment remarqué vraiment une baisse. La majorité des clients étaient contraints de passer leur moment dans les quartiers reculés. Donc on a eu vraiment un grand problème sur ce point-là. La vente était timide car beaucoup avaient peur de fêter suite à la tenue des élections. Comparé aux recettes des années passées, cette année n'était pas fameuse car il nous reste encore beaucoup de marchandises sur nos étalages. Cette année, nous n'avons pas beaucoup vendu comparativement aux années précédentes. À cause des élections, il y a eu une faible circulation de la monnaie et nous n'avons pas senti la période de fête. Hormis les élections, le taux élevé du dollar a posé un problème pour les autres qui, malgré la vente, n'ont pas pu faire les bénéfices. Le taux élevé du dollar, c'est ce qui nous met en difficulté car nous pouvons faire des fortes recettes, mais au moment de vérifier les bénéfices, c'est presque insignifiant. Le pays connaît une crise financière accentuée par une forte inflation qui tourne autour de 22%. La monnaie nationale a perdu sa valeur face au dollar américain qui se change à 2600 francs. Nous allons rester à Kinshasa où le pont de rivière Binza situé au quartier Pompage est englouti dans l'eau suite aux inondations provoquées par une série de pluies qu'il y a eu ces dernières semaines à Kinshasa. Cette route qui est devenue impraticable crée des embouteillages monstres et aussi la population riveraine n'a plus accès à ses domiciles. Cette dernière lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Le constat a été fait ici par Patience Lokeke. Les inondations dans la ville-province de Kinshasa continuent à créer des désolations dans le chef de la population. Nous sommes au quartier Pompage, plus précisément au pont de la rivière Binja, situé non loin de l'usine Carigré, où pendant quelques semaines, la route est devenue impraticable, les ponts engloutis dans l'eau. Pour traverser la chaussée, la population riveraine s'est fait transporter au dos par de jeunes garçons, moyennant une somme de 500 francs congolais. D'autres, par contre, montent sur des pirogues pour traverser la chaussée. À cela s'ajoute les bouteilles en plastique qui visiblement ont bouché les caniveaux. Une situation qui met en mal la population riveraine, victime de ces inondations, vecteur de nombreuses maladies. Interrogée par Géopolis Télévision, la population s'en remet aux autorités compétentes. Le problème qu'il y a ici, c'est l'inondation. Le fleuve est débordé. Les eaux des petites rivières qui se jettent au fleuve sont refoulées. Voilà la cause de ces inondations. Il y a la part de la population qui, elle aussi, jette des ordures dans les rivières et construit aussi des maisons aux alentours. Ce qu'on peut demander au gouvernement, c'est de curer ces rivières.
Il n'y a rien à dire par rapport à ça, parce que vous voyez vous-même l'inondation. Nous demandons au président d'acheter ces quartiers et construire même un marché parce que la plupart des habitants sont des pauvres. Que le gouvernement achète ces quartiers et remette l'argent à chacun d'eux. Les inondations ont rendu les routes impraticables et c'est la cause des embouteillages monstres, mais également la hausse des prix du transport en commun. Voilà, nous allons faire maintenant place à la page internationale. Nous allons ouvrir cette page internationale avec l'exclusion de l'Ouganda de l'AGOA. Les États-Unis d'Amérique ont officiellement décidé de retirer Kampala et d'autres pays africains de ce programme qui offre des opportunités de croissance économique à l'Afrique pour cause la violation des droits humains liés à la loi anti-homosexualité adoptée en mai 2023. Suivez nos amis d'Africa News. Les États-Unis ont officiellement exclu l'Ouganda et 3 autres pays africains des bénéficiaires de l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA. Ce texte sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, qui existe depuis 23 ans, permet l'accès de plus de 6 000 produits africains au marché américain sans droit de douane. Washington a annoncé exclure l'Ouganda en raison de violations des droits humains liées à la loi anti-homosexualité adoptée en mai. En novembre dernier, le président Yoweri Museveni avait minimisé l'exclusion de son pays de cet accord. Le président ougandais avait déclaré que les États-Unis surestimaient leur importance pour l'Afrique et que les pressions extérieures envers les Africains devaient être rejetées. Comme l'Ouganda, le Niger, le Gabon et la Centrafrique ont également été retirés du programme par l'administration Biden. L'AGOA doit expirer en 2025, mais des discussions sont déjà en cours pour son éventuelle prorogation. Et puis, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, révèle une baisse de recettes d'exportation de l'uranium au Niger en 2022. Le métal radioactif a généré seulement 97,7 milliards de francs CFA, soit une chute de 7% par rapport à 2021. L'uranium est une ressource cruciale pour l'économie du Niger, qui compte parmi les principaux producteurs mondiaux de ce métal radioactif. Placé 7e au rang des plus grands fournisseurs d'uranium au monde et 2e en Afrique, le Niger a produit 2,2 tonnes métriques d'uranium en 2022 selon les données de l'Association nucléaire mondiale. Ce minerai essentiel pour la production d'énergie nucléaire représente une part significative des exportations du Niger. Toutefois, les recettes d'exportation de l'uranium du pays ouest-africain ont chuté de 7% en 2022 selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, le métal radioactif n'a rapporté que 97,7 milliards de francs CFA au Niger en 2022 contre 105 milliards de francs CFA en 2021. Ce qui se passe au niveau du Niger est que l'arrêt d'une unité de production a généré une chute de la production de façon normale, mais cette chute n'a pas pu être compensée par la hausse en termes de fluctuations sur les cours de l'uranium au niveau des places de marché internationales. Il en résulte donc un déficit budgétaire en termes de recettes pour ce pays. La baisse des volumes d'uranium expédiés par le Niger en 2022 ayant occasionné la chute des recettes d'exportation résulterait de l'arrêt de la production de la Cominac, l'une des principales industries uranifères au Niger, intervenue au premier semestre 2021.
Il est bien de comprendre que l'exploitation des mines d'uranium requiert de disposer de moyens financiers conséquents pour se doter d'unités opérationnelles assez sophistiquées au fur et à mesure que la mine devient mature et qu'elle prend de l'âge. Les investissements dont a besoin l'industrie de l'uranium au Niger se situent à 3 niveaux majeurs. Le premier, évidemment, c'est un investissement dans l'équipement, c'est-à-dire l'outil de production. Le deuxième investissement, c'est un investissement sur les ressources humaines. Et enfin, il faut un investissement dans le domaine sécuritaire. L'uranium représente 15% des recettes d'exportation du Niger, mais génère moins de 5% de recettes publiques. Ce pays, qui assure environ 4% de l'approvisionnement mondial en uranium, dispose de 311 110 tonnes métriques de réserves d'uranium. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, 65 ans déjà, les Congolais se souviennent de cette date historique qui a accéléré le projet de la décolonisation de la RDC. Qu'est-ce qu'ils en retiennent? Vous avez eu les réponses dans ce journal. Et puis l'Ouganda n'a pas fini de payer les frais de sa loi anti-homosexualité. La dernière conséquence, c'est son retrait par les États-Unis d'Amérique du programme AGOA. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. À vous, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.